Salut tout le monde, Marc de Peppermint Gagnon qui vous parle en direct du Cégep de la Pocatière à la bibliothèque François Hertel. Comme à tous les vendredis, je fais une petite chronique BD. Et puis aujourd'hui, comme à mon habitude, je suis en direct, alors pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas de montage, il va y avoir moi, ma grosse face, et puis qui vous parle tout simplement. Alors ça se peut que je me trompe, ça se peut que des fois j'ai pas les réponses. Mais c'est pas grave, c'est mon concept. Je vais également répondre à vos questions et à vos salutations en direct. Alors, ça se peut que des fois, ça soit un peu décousu. Alors, ce n'est pas grave. Alors, Marie-Pierre qui nous dit salut. Alors, salut Marc, Sébastien, salut. Salut. Alors, merci de me regarder. Aujourd'hui, on va faire plusieurs trucs, plusieurs choses. Ça me tente de vous jaser. Je vais vous présenter les quelques nouveautés BD qu'on a reçues à la bibliothèque. Je me suis promené également dans mes rayons. J'ai sorti quelques trucs que ça me tentait de vous parler. Entre autres, Conan. Pourquoi Conan? Parce que mon ami Franck Brisson de la France m'a envoyé un super lien sur diverses conférences sur Conan et puis ça me tentait de vous présenter ce qu'on avait ici à la bibliothèque. Je vais également vous parler des druides de Jacques Lamontagne. Ça fait longtemps que je veux en parler des druides de Jacques Lamontagne. Et de Istin, je ne l'ai jamais fait. Alors, quand je me suis promené tout à l'heure, ça m'a sauté au visage. Alors, j'ai dit pourquoi pas en parler. Et puis, Broadway de Jean-François Bergeron, qui est Jeff, qui est une merveilleuse BD québécoise également. Et je vais compléter en terminant avec le garage hermétique de Moebius. Je n'avais jamais parlé de Moebius. Je vais en discuter un petit peu. Alors, il y a Vincent qui nous dit yes, attends, salut Vincent. Alors, je vais glisser quelques mots sur le garage hermétique. Et puis, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas encore fait de topo de Moebius, qui est mon idole en BD. Tout ça. Alors, commençons par ce que j'ai reçu en nouveauté à la bibliothèque. Lui, je me le garde pour la fin. Je suis allé magasiner à la librairie. J'ai trouvé quelques trucs intéressants. Souvent, quand je vais faire salut Marc, salut Franck, salut Luc. Quand je vais en librairie, souvent je vais voir Constantino à la librairie L'Option, puis je me promène tant pour les romans que pour les BD. Là. Je vous rappelle que je fais toujours majoritairement des chroniques BD, mais je pourrais faire la même affaire avec les romans. Par contre, je crois que mes chroniques BD sont plus populaires que mes chroniques romans. Alors pour l'instant, je vais me concentrer sur les chroniques BD. Alors j'ai trouvé quelques trucs qui m'ont paru très 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 bien au niveau de la librairie. Et je vous les présente. Le projet Prelberne de Le Tendre et de Caria et Pennette juste ici. Alors, en partant là, Stéphanie Slater, Guillaume se joint à moi pour te saluer. Ah, salut Stéphanie. Alors, je suis tombé là-dessus par hasard. J'avais lu une critique sur Sens Critique qui disait que c'était très bien. Et puis, moi, la page de couverture en partant m'a vraiment accroché. On voit vraiment qu'on a peut-être un petit côté nazi et tout ça. Et puis, la quatrième de couverture, je peux vous la lire. Alors, je vais mettre mes lunettes de vieux, parce que je suis rendu vieux. Depuis les moments les plus sombres de notre histoire, une organisation secrète met tout en œuvre afin de créer une nouvelle ordre mondiale. Son premier allié, Hitler. De nos jours, 2 hommes et une femme sont mêlés malgré eux à cette épouvantable machination qui menace l'humanité. Cette trilogie signée de main de maître par David Cranon, Serge Letendre qui a déjà travaillé sur la magnifique série Chinaman, avec Olivier Taduc d'ailleurs. Et Frédéric Penet est un implacable thriller. Alors moi, en partant, ça me touche. Une terrifiante machination venue des heures les plus sombres. On a vraiment un beau dessin, je vais essayer de vous le montrer pour qu'on ait une belle... On a quand même un style un peu semi-réaliste, pas réellement de la ligne claire, c'est vraiment du semi-réaliste, une belle couleur. Je ne sais pas si la coloration est faite à l'ordinateur, je n'ai pas fait de recherche. Donc, moi, ça me parle, je trouve que c'est un beau dessin, je trouve que les couleurs font pastel un peu. Et puis, je trouve que les visages sont quand même bien dessinés. On a un beau découpage graphique aussi au niveau des personnages. Alors, ça me paraît bien. Alors, moi, quand je l'ai vu, ça m'a paru... ça m'a sauté au visage et puis les critiques étaient bonnes. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Alors, je me suis laissé tenter. Alors, ça arrive souvent. Vous saviez que la majorité des gens, quand ils magasinent des livres, la plupart du temps, c'est par la page couverture qui va arriver et ça va nous sauter en face. Puis souvent, on va acheter seulement parce qu'on a vu la page couverture. C'est pour ça qu'il y a des maisons d'édition qui engagent des illustrateurs pour créer des images, pour vraiment allumer les gens. Alors, moi, ça m'allume. Quand je vois ça comme ça m'allume.
ça me pose un paquet de questions. Puis je me dis que ça peut paraître un mélange de fiction et d'histoire. Donc, ça m'intrigue. Alors, c'est une nouveauté que je vais mettre disponible à la bibliothèque. Un autre truc qui m'a paru très très bien aux éditions d'Argo. Je n'ai pas dit c'était auxquelles éditions, c'est aux éditions d'Argo aussi. Alors, un autre truc que j'ai vu aux éditions d'Argo, c'est juste ici, de Nourri et de Vallée, Katakang Diamant. Encore une fois, la page couverture m'a énormément parlé. Surtout le petit truc ici, là, qui nous indique que c'est des auteurs de Il était une fois en France, qui est une série qui était quand même assez bien cotée. Alors, quatrième de couverture, très, très, très minime. Il y a toujours eu des mercenaires à Katakang. En fait, le Katakang a même été inventé par un mercenaire. Dois-je en déduire que je suis autorisé à en bouger du monde? Oui. Nous sommes un pays qui vient de naître. Nous avons le sens de la tradition. Alors, je ne sais aucunement de quoi ça parle. Ça m'intrigue. J'adore le dessin. On voit par exemple la différence graphique au niveau des personnages. On a des personnages qui sont un petit peu plus caricaturés, un gros nez, les gros traits. C'est différent de dessins plus classiques. Alors il y a Simon qui est là. Alors salut Simon, je ne t'avais pas vu. Eric, salut Eric. Ça me paraît quand même assez bien. Ça me paraît un beau dessin. J'ai l'impression qu'on va avoir une belle histoire également. Et puis, j'aime beaucoup le petit côté là, style télégraphique là, au niveau des cases et tout ça. Ça m'intrigue. Alors, ça a l'air d'être une excellente BD. Des classiques de Panini Comics. Vous savez, Panini Comics, Yann qui nous dit salut. Salut Yann, je vous répète que je suis en direct. Alors, moi, je réponds en direct à vos questions, à vos commentaires. Alors, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Panini Comics, vous le savez, sont en train de traduire tout ce que Marvel fait au niveau de Star Wars en paperback en français. Belle traduction, ça sort pratiquement instantanément, quelques semaines de retard. Et on a reçu 2 nouveaux trucs à la bibliothèque, qui est Star Wars, le réveil de la force. Alors, la BD officielle du premier film. Alors, ça va de soi qu'avec la bande-annonce de Last Jedi, on va le dire en anglais parce qu'on ne sait plus comment le dire en français. Est-ce que c'est le dernier Jedi ou les derniers Jedi? On va les laisser se chicaner ensemble, puis ensuite de ça, on décidera quel est le titre officiel. Mais pour l'instant, c'est vraiment la bande dessinée officielle du premier film, de l'épisode 8. Alors, encore une fois, on a un beau dessin, typiquement dans le style comique américain. Alors, ça me plaît. C'est quand même quelque chose qui est classique. C'est le fun de pouvoir revivre les aventures de l'épisode 8 en BD. Alors, puis ça permet également aux gens d'avoir une continuité dans leurs histoires de Star Wars. Alors, je suis très content. Et on a la nouvelle qui vient de sortir, qui est Han Solo. Alors, une fois de plus, l'Alliance rebelle a besoin de l'aide de Han Solo. Ne pouvant rien refuser à la princesse Léa. On se demande bien pourquoi. Hein? Sébastien qui nous dit « Simple comme dessin, mais c'est OK ». Ça m'a jamais accroché les BD refaites d'un film. Ça, c'est Vincent qui chiale encore. C'est normal, c'est pas grave, on l'aime comme ça. Alors, ne pouvant rien faire, ne rien refuser à la princesse Léa. Qui pourrait refuser quelque chose à la princesse Léa? Personne, en tout cas. Pas moi. Le contrebandier le plus célèbre de l'univers de Star Wars accepte de participer à la compétition la plus périlleuse qui soit, la course du vide du dragon. Je ne sais pas c'est quoi la course du vide du dragon, alors on va l'apprendre à l'intérieur de ça. Mais comme c'est dit, ça a l'air d'être une course qui est très périlleuse. Accompagné du fidèle Chewbacca, on se rappelle tout de la... comment il l'appelait, là, Chip Solo? Non, comment il s'appelait? Je ne me souviens plus du nom, là, mais c'était vraiment épouvantable, l'introduction en 78, dans les années 70, là, c'était épouvantable. Chip Tabac. En tout cas, on va dire accompagné du fidèle Chip Tabac. Solo, c'est bon, merci Sébastien. Solo va ainsi accomplir sa mission sous l'œil des caméras et de l'Empire. Alors, Marjorie Liu, qui a fait X-23 puis Monstress, et Mark Brooke, Uncanny X-Men, Ultimate X-Men, catapulte Han Solo dans un univers sans temps mort. Alors, on peut s'imaginer qu'il n'y aura pas beaucoup de temps mort. Alors, le dessin est vraiment très très bien. Vous pouvez voir le dessin, là. Je veux dire, au niveau de la précision des traits et tout ça, c'est vraiment beau. Là. La couleur également est belle, là, je veux dire, c'est vraiment bien fait. Là. Les détails dans le Funko Millennium, là, on voit bien les détails dans le Funko Millennium, là. C'est vraiment très, 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 très beau. Très joli BD au niveau du dessin. Maintenant, au niveau de l'histoire, ça semble quand même bien.
Han Solo, c'est une période de trouble. L'espoir n'a pas sa place dans une galaxie étouffante sous le joug brutal de l'Empire. Cependant, une bande de rebelles s'est rassemblée pour résister à cette oppression. Des rebelles, Eric, pas des terroristes, des rebelles. Tandis que la rébellion gagne en force, les impériaux font leur possible pour écraser tout espoir de renversement. L'Empire étant bien occupé, les criminels voient leur opportunité se multiplier. Han Solo s'est éloigné de la rébellion, retournant à son occupation favorite, la contrebande. Suspicieux de nature, il se méfie de tous ceux qu'il croise. Malheureusement pour lui, il n'évoluera pas longtemps dans l'anonymat. Alors on sait que Solo, malgré le fait qu'il veut redevenir contrebandier, il n'aura pas le choix parce qu'il est quand même attaché à la rébellion. Alors, je veux ça. Oui, effectivement, c'est une très, très belle BD. Très belle histoire. Puis Han Solo, c'est un personnage qui est comme classique. On veut toujours en apprendre plus sur lui parce que c'est un personnage intéressant. Et puis, la relation qu'il y a avec Chewbacca également, la relation complexe qu'il y a avec la princesse Leia, avec la rébellion, avec la contrebandier. Tout ça, c'est vraiment très bien fait. C'est un beau personnage qui a été bien écrit par George Lucas. J'ai beaucoup hâte, j'ai très hâte à son film qu'ils vont faire pour voir comment ils vont nous sortir toute l'histoire de la jeunesse de Han Solo, Corellia, est-ce qu'ils vont garder le principe de l'Académie impériale et tout ça. Alors ça semble très, 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 très bien. Alors j'ai bien hâte de voir ça. Je tombe dans les éditions Glénat. Glénat a eu une excellente idée. Honnêtement, Glénat ont des défauts. Hein. Souvent, on les critique pour leur manque de rigueur au niveau des contrats et puis tout ce qu'ils font en Europe, beaucoup de sorties de BD, toute la problématique européenne et tout ça, mais ils ont quand même des gens qui s'occupent des collections qui sont très bien, très intelligents, et puis ils nous ont sorti une nouvelle collection qui est une collection sur les classiques de la littérature. Alors ici, c'est la machine à remonter le temps. Et à explorer le temps, excusez-moi, de H.G. Wells, bien entendu. On va avoir également toute la collection de H.G. Wells, La Guerre des Mondes, L'Homme Invisible, L'Île du Docteur Moreau. Alors, c'est vraiment une super façon de faire découvrir les grands classiques à les gens qui voudraient les lire en BD. C'est une façon également de peut-être les amener à aller lire les grands classiques en roman. Et puis, les commentaires pour l'instant sont excellents au niveau de cette BD-là. Et puis, je sais qu'ils vont faire ça également avec tous les autres grands classiques qui ont été écrits au niveau de la littérature, Jules Verne, et ainsi de suite. Alors, c'est une très, très bonne idée. Et puis, on peut voir que le dessin est quand même très beau. Très beau dessin. Très sombre. Une belle il joue très bien avec les couleurs, avec les petits détails. On voit le cheval et tout ça, là, au niveau des narines. Moi, c'est un dessin qui me parle. Est-ce que c'est fidèle au grand classique? Oui. Oui, parce que Glénat, habituellement, quand ils font des adaptations de classiques, c'est sûr que c'est condensé, mais c'est très fidèle. Ça respecte l'œuvre et puis ça nous donne une bonne vision globale de ce que H.G. Wells pouvait faire. Et puis ça permet peut-être à une clientèle plus jeune, parce que Glénat vise une clientèle plus jeune avec cette collection-là, de leur faire découvrir les grands auteurs classiques et ensuite de ça, peut-être les amener à aller lire ces livres-là, ou même sans les lire, au moins ils vont connaître les grandes œuvres. C'est quand même assez important. C'est une belle collection. Ça, c'est sûr et certain que moi, ça m'allume. D'ailleurs, la page couverture, la couverture est vraiment très belle. Très, très belle. Je veux dire, Notre ami ressemble en rien à un prestidigitateur, un homme de science perdu dans la géométrie des 4 dimensions. Voilà ce qu'il est. Un homme de science qui s'est dit capable de se mouvoir dans le temps. C'est de cela qu'il s'agit, messieurs. Alors, c'est la prémisse de la 4e de couverture. Alors, Sébastien qui nous dit « Je dois quitter ». Alors, salut Sébastien. Je continue avec... je me suis laissé influencer par cet auteur-là, que j'ai eu la chance de discuter sur un statut de M. Denis Bajram, un statut sur une BD, je me souviens plus si c'était quoi en particulier. Alors, j'ai vraiment été fortement impressionné par les connaissances et puis surtout la facilité d'explication de cet homme-là. Et puis, je ne chante pas, je m'exprime. Magnifique la couverture du temps, je vais essayer de me trouver ça. C'est vrai, les Français ne chiolent jamais, ils s'expriment. Et là, je ne veux pas généraliser, je parle de Vincent. Parce que Franck, il chiole pas, lui. Et il est français.
C'est une petite boutade. Alors, il s'appelle Fabrice Néo. Je sais qu'il a été surtout reconnu pour les BD qu'il a fait au niveau de ses journaux, qui étaient vraiment des journaux intimes, qu'il a fait en BD. Mais il a, dans les éditions Quadrant, publié les éditions Quadrant qui sont reliées avec Denis Bajram et de Valérie. La conjointe de Denis, c'est Valérie. Et puis, ils font majoritairement des super belles BD. Et Fabrice Néo, j'ai eu la chance de lui parler et puis d'aller un peu faire une recherche sur lui pour le mieux le connaître, parce que Facebook, je le dis, ça n'a pas toujours des mauvais côtés. Quand c'est bien utilisé intelligemment, ça nous permet de se créer des contacts, malgré le fait que les gens soient à l'extérieur du pays, soient un peu partout dans le monde, on est capable de se parler, on est capable d'avoir des conversations intelligentes. Puis même si on n'est pas toujours d'accord, on est capable, avec le respect, de bien comprendre et surtout d'apprendre. Moi, j'aime beaucoup apprendre des gens qui sont plus connaisseurs que moi. Alors moi, je n'ai pas de honte à dire que je ne connais pas tout. Alors quand je tombe sur quelqu'un comme M. Fabrice qui est fortement calé au niveau de la BD, au niveau surtout de la BD science-fiction, j'écoute et j'apprends. Je n'ai pas de honte à dire qu'il en connaît plus que moi. C'est comme ça qu'on forme nos connaissances. Et cette série-là, c'est une série de 2 qui s'appelle Newman. Alors, moi, ça m'a complètement... quand j'ai lu le synopsis, ça m'a complètement accroché. Et je voulais absolument avoir ça dans la collection. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, qui est milieu du 21e siècle. L'Afrique, qui subit depuis si longtemps la pandémie de sida, n'est plus que le berceau délaissé de l'humanité. Une activité sismique accrue qui a réveillé le supervolcan Yellowstone a rayé de la carte une grande partie du continent nord-américain. Les éruptions avaient entraîné l'exode des survivants vers le camp des réfugiés installé plus au sud et par conséquent une belle pagaille économique. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie ont pris la tête du nouvel ordre mondial. Pour faire face au flot incessant de réfugiés venus tenter leur chance sur un sol plus tranquille, ces superpuissances renforcent leurs frontières d'un long mur qui court du Grand Nord jusqu'en Turquie. Alors, les personnages principaux sont Anton Szymanowski, je ne sais pas si je le prononce bien, est un sergent de l'armée régulière européenne. Aguerri, il intervient sur les points de friction d'une société multiculturelle en proie au réveil nationaliste, aux clivages sociaux, aux poussées antidémocratiques. Ce soir, pleine période électorale, sous escorte, doit intervenir en urgence en périphérie d'une grande ville. Les esprits contestataires s'échauffent et la situation dégénère violemment en émeute. Alors, les ultimes recommandations faites par leurs supérieurs, les soldats avaient brièvement une petite pilule et plongent dans l'action. Alors, on voit déjà que la 4e de couverture nous dit que, je crois que nous explique grandement que le scénario de cette BD n'est pas un scénario fait pour un enfant de 7 ans, comme le dirait si bien notre ami Richard Martineau. C'est clairement un scénario qui est plus adulte, qui nous parle réellement de problèmes qu'on est en train de vivre ici, le multiculturalisme, les clivages sociaux, les contestataires, je veux dire, tout ça, l'exode, le sida, on voit vraiment que c'est une BD qui est quand même très actuelle. La date, je vais vous montrer un peu le dessin, car c'est Fabrice qui fait le dessin et le scénario. Alors, ça a été paru en 2012, et déjà, quand on le rouvre, là, on tombe sur le cartonné en avant, là, et on a du stock, là. On commence la BD, puis on a déjà, là, vous voyez, là, c'est du lourd. On part avec ça, là. Bingo, là. Ça rentre dans le bain, là. Et là, tu te dis, OK, on y va vraiment avec des pages au niveau des informations, l'autorité de l'Union, la défense, les fonctions publiques, le redressement économique et social. Et ensuite de ça, on tombe dans la BD, proprement dit. Alors, on y va avec... Salut Sébastien, on y va quand même avec un excellent dessin, belle conception graphique au niveau des personnages, belle gestion des couleurs également que j'aime, quand même des détails assez intéressants. J'adore ça. Je ne l'ai pas commencé à lire. Il y a le personnage ici qui ressemble grandement à Crâne Rouge. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Juste ici. Là. Je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est vraiment fortement intéressant. Alors, pour moi, c'est une BD qui me parle. C'est une BD vraiment plus actuelle, plus adulte, plus catégorie que j'aime. Alors, c'est de l'excellent franco-belge. C'est publié aux éditions Quadrant. Alors, et puis, j'ai très très hâte de lire ça.
C'est intéressant, oui, Simon qui nous dit c'est intéressant, effectivement, ça me semble très, très intéressant. Je termine avec un truc qui a été fait au Québec ici. C'est l'Assemblée nationale de Québec qui a demandé qui a fait un concours pour que les différents auteurs québécois nous racontent une histoire du Québec. Et ça s'appelle 1792. Alors, je peux vous lire la quatrième de couverture. Alors, en 1792, durant la première campagne électorale du Bas-Canada, 2 candidats et futurs députés furent imprimés à la première bande dessinée francophone connue. L'Assemblée nationale du Québec s'est inspirée de cette histoire singulière 225 ans plus tard pour réaliser ce recueil composé de 4 bandes dessinées originales. Les premières élections générales, le débat sur les langues, l'engagement politique de Pierre Stanislas Pédard et l'adoption des 92 résolutions comptant parmi les moments charnières de l'histoire parlementaire du Bas-Canada. Porté par l'esprit créatif des BDistes de talent, ce récit n'en demeure pas moins fidèle à la réalité historique. On y raconte qu'avec conviction et détermination, la majorité des élus bas-canadiens a réclamé des réformes démocratiques qui, de nos jours, sont l'essence même du système parlementaire québécois. Une lecture qui vous plongera dans une époque où de grands débats aux accents de liberté animaient la Chambre d'Assemblée. Sur le plan artistique, la bombe transpose en images cet univers riche en émotions, en rebondissements et en intensité. Le mariage de l'histoire, de la politique et de la BD, super intéressant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, quelque chose qui est très, très, très bien fait, qui a eu énormément de bons commentaires. Les 4 BD qui ont travaillé là-dessus, les 4 BDistes qui ont travaillé là-dessus, c'est Vincent Giard, Réal Godbout, Van et Voro. Et puis, on a vraiment une très, très belle BD avec beaucoup de textes explicatifs qui vont vraiment nous expliquer toute la démarche artistique, mais également tous les textes explicatifs de la période de l'histoire dans laquelle le BDiste nous raconte l'histoire. Et là, on peut voir le magnifique dessin de Voro. Honnêtement, Voro, Vincent Rioux de Rimouski, vous savez, c'est un des BDistes que je trouve qui est extraordinaire au Québec. C'était un des premiers à travailler en Europe. Pour moi, c'est un précurseur, Voro. C'est quelqu'un qui a vraiment ouvert les portes de l'Europe aux BDistes québécois. J'adore cet homme-là. J'ai eu la chance de le voir ici au BD-Pop de la Pocatière. Et puis, Voro dessine de façon magistrale. Les couleurs sont extraordinaires, les visages de Voro, les émotions de ses personnages, c'est vraiment super intéressant. Puis à la fin de chaque BD, on a les textes explicatifs qui vont venir vraiment historiquement nous parler de l'histoire de la BD. Alors pour moi, c'est une BD qui est incontournable pour tous les bibliothèques au Québec. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est de la BD historique, c'est de la BD brillante, intelligente. 4 BDistes avec des styles différents, avec des histoires qui nous touchent. C'est notre histoire, c'est l'histoire du Québec, c'est l'histoire du Canada, c'est l'histoire de notre gouvernement. C'est intéressant de prendre un médium, de le mélanger avec un autre médium et d'en faire vraiment un produit unique. Alors, c'est aux éditions, c'est les publications du Québec. Alors, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est vraiment bien fait. C'est un petit 30$ très, très, très bien dépensé. Je veux dire, tous les bibliothèques primaires, scolaires, secondaires, du cégep, université, partout, municipal devrait avoir cette BD-là. C'est vraiment extraordinaire. Et en arrière, on a vraiment les 4 styles des BDistes qu'on peut voir. Alors, c'est vraiment sublime. C'est vraiment une très, très belle BD. Alors, je suis très content qu'on ait fait ça au Québec. J'espère que ça va continuer, qu'on va faire d'autres projets comme ça pour bien comprendre notre histoire. Souvent, on dit que pour comprendre le futur, il faut qu'on comprenne notre passé. Alors, je pense que c'est le cas. C'est vraiment très beau. Bravo. La maudite belle job, comme on dirait. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, mon ami Franck m'a envoyé quelque chose pour des 4 petits conférences dont il y a certaines touchaient sur Conan. Et puis, j'avais envie de vous en parler un peu de Conan. Durant le podcast, tu nous as parlé de Warhammer. Oui, effectivement. Je vais sortir la nouvelle parce que j'ai parlé pendant le dernier épisode du podcast que tous les romans de Warhammer 40 000 allaient être traduits en français et disponibles bientôt au Québec. Alors, je vais retrouver la nouvelle puis je vais vous en faire part. Alors, ça, c'est une excellente nouvelle parce que c'est vraiment une belle série de BD
Ben, il y a des BD, mais il y a également des romans là, sur la science-fiction. Là. Pour les mondes qui connaissent un peu Warhammer 40 000, c'est du lourd. C'est sûr que c'est violent parce que c'est la guerre totale, là, mais c'est quand même super bien fait. Alors je vais essayer de la retrouver. Et c'est super le fun qu'ils fassent une traduction de ces BD-là puis qu'ils nous les mettent disponibles. Ça va être extraordinaire, c'est sûr et certain que ça va vraiment pogner. Y a-t-il du franco-belge ou des BD plus hautes que Warhammer? Oui, il y en a eu des BD de Warhammer 40 000. Puis de Warhammer, j'en ai même ici, Warhammer Quest, puis World of Warcraft. Puis j'ai Warhammer aussi. Alors j'en ai des BD ici, mais je sais qu'ils en ont fait vraiment sur Warhammer 40 000. C'est surtout basé tout le temps sur les ultramarines, parce que c'est vraiment comme la faction qui est la plus populaire, mais c'est sûr que c'est quand même celle-là qui est la plus grande, puis qui a le plus de faits d'armes aussi. Là. Alors c'est souvent basé sur eux. Puis il y a vraiment des belles BD qui ont été trouvées. Alors ça va me faire plaisir de vous créer un excellent article la semaine prochaine sur Warhammer en BD, Warhammer 40 000 en BD et en roman. Alors je vais vous faire ça. Et puis vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de choses de faites en français et il va en avoir plus. Alors, j'ai pas grand-chose de Conan à la bibliothèque. Par contre, les éditions Brackenon ont sorti il y a quelques années la réédition de toutes les nouvelles de Conan. Ouais, je vais vous en parler, Eric, je vais le faire. Ça fonctionne pas. Bon, OK, on a eu un problème de reconnexion de Wi-Fi, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous disais qu'aux éditions Brackenon, ils ont sorti 3 super volumes d'une retraduction, je crois, qui est beaucoup plus fidèle. Franck pourrait me corriger si c'est le cas. Et puis, ces 3 volumes-là, on les a à la bibliothèque. Alors, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai écouté Patrice Louinet, qui est probablement un des plus grands spécialistes de Howard, en parler. Ça m'a donné le goût d'en parler. Et puis, à l'intérieur de ça, vous avez vraiment tout l'œuvre de Conan dans 3 merveilleux volumes. Là, je vous dis par contre, c'est du lourd, c'est très dispendieux. Les éditions de Conan au niveau de Brackenon, de toute façon, tous les livres aux éditions Brackenon sont dispendieux. On parle d'une quarantaine de dollars pour le livre, mais c'est quand même bien fait. C'est surtout que c'est une nouvelle traduction et ils sont vraiment tous à l'intérieur. Alors, c'est vraiment 3 beaux livres, magnifiques livres. Alors, si vous êtes des amateurs de Conan, si vous êtes des amateurs de Howard, il faut trouver vraiment, vraiment, vraiment ça. Je veux dire, je crois que maintenant, c'est rendu un incontournable au niveau de Conan. Je ne connais pas Conan comme Franck ou comme Patrice pourrait le connaître. Je ne connais pas Howard non plus, comme je devrais le connaître. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, mais c'est sûr que Conan, c'est quand même une... Salut Sébastien, salut qui nous dit salut. Yann, il nous dit c'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment très bon. Je crois que oui, au-delà de Conan, Conan présente une anthologie de Robert Howard. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai ça ici, moi, à la bibliothèque, qui est quand même un très très bon volume, qui est Conan sur les traces du barbare. Au-delà de toute l'historique de Howard que j'ai appris aujourd'hui, qui n'était pas si facile à faire que ça. Merci Frank. Merci surtout Patrice qui nous a expliqué que faire la biographie de Conan, de Howard, c'était pas si facile que ça. Il y a à l'intérieur tous les dessins des BD et surtout des couvertures des poulpes à l'intérieur de ça, là, à l'intérieur qu'il y avait à l'époque. C'est un magnifique livre au niveau des images pour vraiment voir là, toute l'œuvre de Frank Zetta qui appelle. Alors ça, c'est vraiment superbe. C'est vraiment un très très beau volume. On a vraiment les classiques à l'intérieur de ça. Et puis pour les amateurs du vieux Conan qu'on a appris à connaître pour la plupart dans Marvel, même si c'était pas très fidèle, je crois, à l'œuvre de Howard, mais c'est quand même à partir de là que plusieurs personnes ont appris à connaître Conan. On a toute une panoplie de couvertures vraiment des Conan de Marvel Comics. Alors ça, c'est vraiment un beau livre d'anthologie. On voit vraiment un paquet d'affaires à l'intérieur de ça. Et puis on parle même de l'adaptation de Conan de Arnold Schwarzenegger, mon cher ami Frank, juste ici. Alors, mais je vais arrêter là parce que je veux pas que mon ami Frank s'en aille. Puis c'est un très 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 beau livre. Je pense que ça nous permet de connaître plus toute la fanfiction qu'il y a autour de Conan.
les illustrations, les BD, les figurines, les jeux de rôle. Ça nous explique vraiment que Conan, c'est rendu plus que simplement des romans. Je sais pas si vous les voyez, les figurines juste à droite. Ça va vraiment nous faire une démonstration et un tour d'horizon sur tout ce qui a été fait de Conan. Puis c'est intéressant de voir ça, de pouvoir vraiment le connaître. Alors ça, c'est un merveilleux livre. C'est aux éditions... C'est bon, c'est aux éditions quoi, ça? Hey, je connais pas, là. Hugin and Minning à San Francisco. Compagnie San Francisco, oui, mais je ne sais pas. Paul M. Simon. Et il y a une préface par Michael Moncooke, qui a écrit Elric, qui est à l'intérieur au niveau. Alors, c'est quand même un super beau livre, une super belle bible de tout le visuel de Conan. Alors, pour les amateurs, là, essayez de vous procurer ça ou aller emprunter ça. C'est vraiment très le fun. Alors, rien que pour regarder les images de Zanetta, là, de Franzetta, c'est vraiment merveilleux. Là. Ce gars-là, il était un illustrateur extraordinaire. Là. Et puis, il y a vraiment quand même beaucoup d'interviews avec Roy Thomas, entre autres, à l'intérieur de tout ça. C'est vraiment bien fait. C'est quand même un très, très beau volume. Je ne sais pas si c'est le texte est fidèle aux grands passionnés de Conan, si c'est tout juste. Mais je pense que pour un néophyte comme moi, là, il peut vraiment regarder ça puis s'imprégner de toute la magie de Howard et la magie du temps des poules, du temps vraiment des petits fascicules de nouvelles fantastiques, de nouvelles de Conan qu'on avait. Là. Alors c'est quand même un beau truc, c'est quand même historique aussi. Là. Alors, un beau truc, une belle acquisition. Pas très dispendieux, je crois que pour la qualité du volume, là, je veux dire, c'est quand même soit 60$, alors on parle vraiment d'une qualité de volume. Et cette page-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment hot. Moi, j'aime beaucoup ce style de dessin-là. C'est Stéphane qui nous dit reproduction de Marvel en italien. Ils ont testé en ce moment pour les offrir en français, mais j'ai la collection des reprints de Dark Horse, The Sword of Conan Chronique. Gardez l'œil ouvert tant qu'il y aura une annonce pour cette collection au Québec. C'est vrai parce que je sais qu'ils sont en train de les refaire aux collections Hachette. Là. Alors peut-être qu'on va les avoir, on ne sait pas. Alors, Conan, c'est quand même du lourd. C'est quand même une lecture qui se fait sérieusement. Je veux dire, il faut prendre le temps de bien le lire, mais il faut surtout prendre le temps de bien le comprendre. C'est beaucoup plus qu'un simple guerrier qui tue, qui baise puis qui mange. Il faut toujours essayer d'aller chercher plus profondément que la surface. C'est une œuvre qui a eu une importance capitale au niveau de la littérature fantastique. Ben, c'est bien que c'est pas réellement fantastique, là, mais au niveau de la littérature héroïque, je vous dirais plus. Là. Alors, c'est vraiment une œuvre capitale. C'est Joe Bouet, c'est vrai. Franck il me dit l'illustrateur préféré, c'est John Buscema. Oui, effectivement. Il me reste 3 trucs. Puis il me reste encore du temps, on va y aller. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça fait longtemps que je vais vous en parler. Ça fait longtemps que je passe à côté puis que je me dis qu'un jour je vais vous en parler. Les druides, juste ici. Une merveilleuse BD aux éditions Soleil, collection celtique, Soleil celtique, par Jacques Lamontagne. Jacques Lamontagne qui est un Québécois et par scénario de Jean-Luc Estine et de Thierry Gigouel. Jacques Lamontagne est possiblement, selon moi, un des plus grands dessinateurs au Québec. Il est magistral au niveau de ses dessins. Si vous avez la chance d'être abonné à sa page Facebook, il poste régulièrement ses travaux qu'il fait sur ses nouvelles BD ou tout simplement des sketchs qu'il fait. Il a un talent extraordinaire, cet homme-là. C'est naturel. Pour lui, c'est un coup de crayon naturel. Et puis, ici, on a vraiment une merveilleuse série en 9 tomes, parce qu'à partir du 9, Jacques Lamontagne n'est plus aux commandes des druides au niveau du dessin. Et c'est surtout un super scénario au niveau des druides. Il y a un petit côté enquête à l'intérieur de ça qui nous fait penser un peu au Nom de la Rose, au niveau de l'enquête, au niveau des druides qui essayent vraiment de découvrir qu'est-ce qui arrive en tant que tel. Je ne veux pas vendre le punch, je ne veux pas non plus trop en parler, parce que j'aime ça que les gens puissent le lire. Mais je vais quand même lire la 4e de couverture, parce que j'aime ça lire la 4e de couverture. Quand je mets mes lunettes, j'ai l'air plus intelligent. Alors, je vais les mettre.
Quen Alam, mon maître, celui vers qui se tournent toutes mes pensées maintenant, à l'heure où il me tarde de le rejoindre dans l'autre monde. Là-bas, par-delà les brumes, nous, druides, pensons en raison que l'Écriture ne devait pas figer nos sciences, que nous devions les enseigner par la parole et non par l'encre. Mais vint le crépuscule des druides, et maintenant que nombre d'entre nous se sont convertis à la religion du Dieu unique et que les autres ont disparu, il nous faut consigner par écrit ce qui sera perdu, faute de bouche pour initier. Il apparaît donc fort louable que ceux qui restent, et dont je fais partie, transcrivent notre mémoire sur ce papier, si éphémère mais qui demeure en ce jour notre seule possibilité de perdurer au travers des époques à venir. Mes souvenirs étreignent mon cœur, se changent en larmes et mes larmes se mêlent à l'encre. Quen Alam, mon maître. Alors, cette série-là, c'est vraiment extraordinairement bien écrit. Très, 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 très bien scénarisé. Ça nous tient à la laine. Tous les personnages sont super bien faits. Le détail au niveau, je sais pas, j'avais une belle. Le détail au niveau des personnages, je ne sais pas si on voit vraiment là, tout le détail au niveau là, des visages, des expressions. C'est du grand art. Alors souvent, moi je dis qu'il y a certains dessinateurs, certains artistes qui nous démontrent à quel point que la BD est un art. On dit que la BD c'est le 9e art. Et puis des gens comme Jacques Lamontagne nous le démontrent à chaque fois qu'il fait une BD. Il nous le démontre. D'ailleurs, il est en train de travailler, M. Lamontagne, sur sa prochaine BD, je vais vous le dire, qui est Shelton Enfelder. Alors, il a fait Aspic également. Normalement, le tome devrait sortir quand même assez bientôt, je crois. Je n'ai pas la date officielle, mais c'est vraiment une très, très, très belle série. À lire, mesdames et messieurs. Les druides, je ne sais pas, Franck, si c'est disponible en France. Alors, j'ai sûrement, parce que c'est Soleil. Ben oui, c'est sûrement disponible en France. C'est paru en France avant de paraître au Québec. Si tu as la chance de tomber là-dessus, Franck, les druides, je suis sûr que tu aimerais ça. Et Stéphane qui nous dit, allez vite, votre commentaire, l'intégrale des tomes. Oui, parce que l'intégrale, tome 1 à 6 est sorti. Alors, et puis l'intégrale, probablement, de 7 à 9 va paraître également. Là. Alors, une beauté. Un autre truc d'un dessinateur québécois, dessinateur et scénariste québécois, qui est Jean-François Bergeron, Jeff, qui nous a sorti il y a quelques années une magnifique deux séries. Oui, Jacques qui nous dit merci pour les bons mots, Marc. C'est pas des bons mots, M. Lamontagne, c'est la réalité. Alors, pour moi, je vous l'ai dit, puis je vous le redis, au Québec, on a la chance d'avoir du talent comme ça. On a des dessinateurs extraordinaires qui sont dans notre cours. Souvent, on regarde à l'extérieur, on regarde des gens comme Valentin Séchère au niveau de Métabaron, parce que j'en parle souvent. C'est des grands dessinateurs. C'est des dessinateurs absolument géniaux. On en a au Québec dans notre cours. On a Méville-des-Chênes dans le Bas-Saint-Laurent, on a Vaureau, on a La Montagne, on a plus récemment, on a Jake Dion, on a Cab, on a Julien Paris-Sorel, tous des gens qui sont ici dans notre cours, qui sont d'extrêmes, des BDistes extrêmement doués, qu'on n'en parle pas assez souvent. Alors, je vais essayer d'en parler plus souvent. Alors, et puis, en plus de ça, maintenant, ces gens-là ont la possibilité de s'exporter, d'aller démontrer toute leur qualité de leur art en Europe. Alors, M. Lamontagne a la chance de pouvoir aller avec Soleil, puis de rayonner partout dans le monde. Alors, pour nous, c'est une fierté. Alors, je veux dire, c'est que de demander mieux. C'est la même chose pour Jeff qui nous a offert le merveilleux duo. C'est deux tombes de Une rue en Amérique, Broadway. Alors ça a été dans mes coups de cœur de mes lectures de 2015. Et si vous avez la chance de tomber là-dessus, c'est super bon et tout. Alors regarde Lénie, tu vois toutes ces enseignes éclairées, c'est la grande voie blanche de la fortune. Tel un phare, elle attire à elle tous les riches qui vouent un culte sans limite à la vie nocturne. Ils rythment le pays à coups de festivités et ne recherchent qu'une chose, vivre intensément l'excitation du moment. À nous de les rassasier, Lénie, nuit après nuit, car Broadway ne dort jamais. Un trépitant spectacle en 2 actes. Ça se passe dans les années 30, 29 plus précisément. Et puis ça parle vraiment de Broadway, vraiment, là, c'est une histoire sur Broadway. Alors, c'est vraiment super bien fait. Et le dessin, écoute, je veux dire, encore là, Jeff, là, je veux dire, c'est un dessinateur extraordinaire. C'est quelqu'un vraiment qui joue avec le dessin comme
c'est comme naturel pour lui, les couleurs, le découpage graphique, tous les détails dans les robes, les détails dans les décors et tout ça, c'est vraiment super bien dessiné. Et l'histoire est complètement hallucinante. C'est vraiment super bien écrit. C'est une belle histoire, 2 tomes, bang bang, on lit les deux, pouf, ça finit là. Puis on en voudrait plus, bien entendu, mais on est content également que ça se termine parce qu'il ne faut pas étirer la sauce quelquefois. Alors c'est vraiment superbement dessiné. Alors si vous avez la chance de trouver ça, Broadway, moi ça a été dans mes coups de cœur, ça reste encore une belle BD. Pourquoi j'en reparle aujourd'hui? Je vous l'ai dit, souvent je me promène dans ma collection, puis je tombe sur des affaires qui me sautent dessus. Alors aujourd'hui, les druides m'ont sauté dessus, mais ça fait tellement longtemps que je voulais en parler. Puis j'ai préféré White Crow de Jeff, ouais c'est vrai, mais c'est différent, c'est deux styles complètement différents. Ça c'est un style un peu plus historique. Et c'est vraiment... les dessins de Broadway, on les imagine presque se mouvoir, il y a quelque chose de réellement dynamique dedans, effectivement, c'est très très dynamique. Et White Crow de Jeff, c'est vraiment très bon. Et nous les crinqueurs de la chance de t'avoir, Pepperman, ben non. C'est pas... Ben, merci, mais il y en a des meilleurs que moi aussi. Ça c'est en crime. Vincent Zimmerman, ça c'est en crime. Tu me préciseras ta pensée, mon cher Vincent. Et je termine, à tout seigneur, tous honneurs. Vous savez que j'ai quand même beaucoup d'idoles au niveau de la BD. Je suis un fanboy, on va se le dire, de la BD, surtout du franco-belge, surtout de l'album. Bon en crime, ok. Puis souvent je discute avec des gens comme M. Lamontagne ou comme M. Badgeram et tout ça. Alors souvent j'ai l'impression que je suis trop fanboy un peu parce que je suis vraiment comme toujours impressionné par la qualité de leur travail. Alors de toute façon quand je le suis trop, j'espère que ça ne leur gêne pas pour me le dire. Mais bon, que voulez-vous, je suis amateur. Moi je ne suis pas BDiste, je ne serai jamais BDiste parce que j'ai zéro talent en dessin et en scénario. Mais j'adore voir la combinaison des deux. Et puis, un de mes idoles, mon plus grand idole en BD, c'est bien entendu Moebius. Bon, je ne prendrai pas personne ici, là. Puis, je ne suis pas le seul non plus à qui est dans mon cas. J'en parle pas. J'ai toujours voulu faire une chronique générale sur Moebius pour bien le présenter, pour démontrer à quel point il était important au niveau de la BD, son style, son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait, mais je m'en sens pas capable encore. On dirait que depuis qu'il a disparu en 2012, j'ai comme un blocage. Je suis pas capable de bien schématiser toute ma pensée pour bien expliquer mon amour de Moebius. Alors pour l'instant, je le garde pour moi, mais j'avais fait un petit texte dernièrement, paru dans le mois de février, qui était sur le garage hermétique. Et puis, aujourd'hui, quand je me suis promené, j'ai vu le major, et puis il m'a comme parlé, il m'a comme dit « Parle de moi, parle de moi ». Puis là, je me suis rapproché de ma collection, je l'ai écouté. Puis tu m'as-tu parlé, major? Tu m'as-tu parlé? Il dit « Oui, je veux que tu parles de moi ». Alors, j'ai décidé de parler de lui. En fait, bon, c'est lui qui m'a demandé de parler de lui. Alors, c'est quoi le major, le garage hermétique? Le garage hermétique, c'est apparu dans ce qu'on appelait le métal hurlant. Il y a eu comme un genre comment on dit ça, une section entre dans le franco-belge dans les années 70, où il y a des gens comme Droulet, des gens comme Moebius, Bilan et tout ça qui ont décidé de partir de leur côté un peu et de créer Métal Hurlant, qui a été un laboratoire d'idées extraordinaires pour les BDistes. Il a sorti un paquet de trucs là-dedans. Des fois, c'était pas tout bon, mais ça permettait aux artistes qui étaient un peu plus éclatés du franco-belge classique de pouvoir vraiment faire ce qu'ils voulaient. Surtout de la science-fiction, du fantastique. Et bien entendu, Moebius s'est éclaté. On connaît là, comme pas un. Et il est sorti le garage hermétique. Alors, c'est quoi le garage hermétique? Le garage hermétique, c'est un monde de poche qui est situé dans un astéroïde qui a 3 niveaux, qui est supporté par des générateurs d'expanseurs à effet Kruber, qui est le major Kruber qui l'a inventé. Et lui, ben, il va superviser tout ce monde-là à l'intérieur de son vaisseau. Et puis, il va vraiment... c'est toute l'histoire de ce monde-là. Mais il n'y a rien de cohérent dans le garage hermétique. C'est vraiment des petites histoires qui ont été publiées dans Métal Hurlant. Puis, c'est pas, ça se suit pas. Souvent, c'est très illégal aussi. Il y en a qui sont beaucoup... il y en a qui sont dessinés de façon différente parce qu'on sait que Moebius
aimait beaucoup de changer son style. On sait également que Moebius aimait beaucoup changer son style de scénario aussi. C'était quelqu'un qui pouvait faire n'importe quoi. Il pouvait créer ce qu'il voulait. Alors, il s'est amusé. C'est très psychologique. C'est un peu également la métaphysique également à l'intérieur de tout ça. Des fois, on a l'impression de lire ça peut-être d'un trip de drogue total. Là. On a l'impression qu'on est sous l'acide. Mais c'est vraiment très weird. Mais c'est de la BD de genre qu'on lit. C'est la BD de genre et d'auteur en même temps. Parce que c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Je pourrais pas mettre le garage hermétique dans quelqu'un qui connaît pas Moebius et qui aime pas la science-fiction, qui aime pas ce style-là, parce que c'est sûr qu'il s'emmerde total, là, parce que déjà que c'est difficile à lire parce que ça ne suit pas. Puis le style de Moebius est un style qui est particulier. Quelquefois, il peut y aller avec des précisions au niveau de son dessin extraordinaire. Il va travailler sur une case et puis on va avoir des détails à pu finir. Puis, pouf, on tombe sur un dessin plus loin qui va vraiment nous faire penser à un dessin plus ligne claire. Et à partir de là, il va décider de partir sur un dessin qui est beaucoup plus au niveau de science-fiction. Il fait ce qu'il veut. Alors, à l'intérieur de ça, c'est comme... Il rentrait dans le garage hermétique, c'est comme rentrer dans la tête de Moebius. De s'asseoir sur un siège bien confortable, là, de prendre une... je ne dirais pas le mot parce que je suis en direct, mais mettons, prendre une bonne boisson là, et d'autres substances illicites et se laisser bercer par toutes les images qui nous arrivent un peu partout dans le cerveau de Moebius, puis de regarder ça, puis on ne cherche pas à essayer de comprendre, on ne cherche pas à essayer de mettre ça en un tout cohérent, on se laisse bercer par la poésie visuelle de Moebius, et puis on est heureux. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, merci Moebius. Son départ a été un grand choc pour tout le monde. Il y a Stéphane qui nous dit Métal a littéralement changé le monde de la BD, effectivement. Alors, les chroniques, les garages hermétiques, ça c'est le manuel associé. C'est la nouvelle édition. Ils ont refait toute une nouvelle édition. Ils ont toutes pris les œuvres de Moebius et ils les ont toutes refaites avec le merveilleux Hashtag, là, juste en arrière, le monde du garage hermétique, les vacances du Major. Alors, ils les ont toutes refaites comme ça. Alors, c'est vraiment superbe. Ça nous permet vraiment de mieux connaître l'auteur et de voir à quel point cet auteur-là a eu une importance capitale. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous laisse encore quelques minutes pour essayer de regarder ça. Savais-tu que Dark Horse ont commencé à publier les BD de Moebius en anglais? Oui. Ben, je sais que l'Incal a été traduit en anglais. D'ailleurs, Moebius qui a travaillé pour Marvel, qui a fait une série de Silver Surfer. Alors, si quelqu'un m'écoute et vous avez en main une copie des Silver Surfer de Moebius chez Marvel, je ne veux pas les avoir parce que regardez ça, c'est trop rare, mais il n'y a qu'une photo, là. Je capoterais. C'est vraiment là, intense. Là. Alors, je vous laisse 2-3 minutes si vous avez une autre question, mais je terminerai par les énormes traits de manga antimatière. Le magma antimatière vibre comme des frelons noirs. Il siffle en boucle sur 2 octaves, puis le fracas de la déflagration qui secoue l'air. Les cris impitoyables des victimes, les foules hurlent et s'écoulent au hasard. Enfin, on ne s'entend pas. Oh, vibration! Malthio, trop tard, il a muté ses énergies d'enveloppe. Va, mouche-toi, montre-toi, je sais que tu es là. Gruber, inutile de résister, je porte en moi la certitude de la victoire. La victoire, on verra ça plus tard, il faut sauver ce monde avant tout. Ça y est, je l'avais prédit, la véritable réalité a foutu le camp et je sais comment, suis-moi. C'est du Moebius. On pose pas trop de questions, on comprend pas tout, mais on se laisse bercer par la poésie du dessin, la poésie du scénario. C'est ça la BD. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. On se revoit vendredi prochain. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des questions, vous pouvez m'envoyer ça sur mon profil Facebook ou en message privé. Et puis, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Alors, bonne BD à tout le monde. Bye bye.